Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier Jean-Luc Cohen pour cette invitation. Alors, c'est un plaisir de parler cet après-midi de quelques aspects qui nous préoccupent juste le long de ces musées qu'on a développés pendant un certain temps. Jean-Louis Cohen, on en a parlé. Je vais vous aussi montrer de ces exemples. Et évidemment, c'est la recherche de développer la forme appropriée pour des programmes de musée et entre programmes. On le comprend dans un vaste sens du mot, ça veut dire c'est pas le programme des objets exposés, mais la forme appropriée pour le musée comme un complexe, comme un ensemble plus complexe que l'exposition même. Alors, notre premier projet fut justement ce musée d'architecture à Bâle en 83-84. Et j'aimerais bien rapidement y passer pour illustrer le dialogue entre programme, lieu et le bâtiment même dans ce cas particulier. Et j'aimerais bien vous présenter tout de suite après le dernier projet de musée ou d'exposition qu'on a fait. C'est une transformation d'une maison qui a été construite au début des années 60 et qui, depuis, je crois, 2001, est le domicile de la fondation de la Galerie Vauxhall au centre de Varsovie. Alors, déjà dans le tout premier projet pour le musée d'architecture à Bâle, conçu 5 années, conçu en 84, pardon, il s'agissait de bien plus que l'organisation de l'espace et de la disposition des salles d'exposition. C'était également le cas dans les deux galeries, dont la galerie Gmozinska en 88 et justement beaucoup plus tard, celle-là en Varsovie. Les musées et les bâtiments d'exposition sont faits des sites de production, au fond, comme les théâtres ou les salles de concert, avec comme seule différence le fait que dans la production, il ne s'agit pas de performing arts, c'est-à-dire en général que la zone de production des musées n'a pas d'interférence ou n'est pas partagée avec la zone vécue par les visiteurs. Mais lorsqu'il s'est agi en 84 d'organiser tout le programme du musée dans ce petit bâtiment, qui est un monument de l'après-guerre moderne dans le centre historique de Bâle, conçu par des architectes Rasser et Vardi, nous sommes tout d'abord ressentis comme une charge le fait de devoir organiser aussi les bureaux dans la maison et donc de devoir restreindre les salles d'exposition. Très vite, nous avons reconnu que l'échange entre les zones de production et de travail et les salles d'exposition était très intense et que des superpositions fonctionnelles pouvaient provoquer des processus dynamiques dans l'activité des musées et des bâtiments d'exposition. Dans le cas du musée d'architecture à Bâle, la configuration des lieux est pourtant restée traditionnelle. Au dernier étage, la pièce compacte d'un ancien studio est devenue l'espace de travail avec une bibliothèque et les étages d'exposition ont été installés dans les 4 étages en dessous.
Pour la nouvelle construction de la galerie Gmozdzinska, nous avons développé deux types d'espaces qui se prêtent à différents usages. Cette galerie, elle a été conçue en 88 et elle a ouvert en 89. Nous avons chaque fois placé deux types d'espaces de même dimension, l'un sur l'autre. D'un côté, les archives et les salles d'exposition et la salle d'exposition, et de l'autre côté, les espaces de travail et des petites salles d'exposition en enfilade. Oui, alors ça, c'est la grande salle d'exposition avec une lumière comme un frise latérale, et puis les petites salles d'exposition en enfilade, disons, qui sont superposées aux bureaux qui sont organisés d'une manière identique à l'étage inférieur. Voilà une image de la grande salle, et puis encore une façade sur cour. La nouvelle galerie Gmozdzinska, constituée de cubes emboîtés les uns dans les autres, en lattes en bois raboté peintes en rouge, se distingue clairement des villas patriciennes qui caractérisent le quartier. La particularité que nous avons essayé d'obtenir à Cologne est un équilibre entre les espaces et leurs différents usages. L'entrée principale, la structure, les espaces intérieurs jusqu'au jardin de sculpture forment un ensemble particulièrement homogène, le résultat d'une volonté accentuée d'atteindre un équilibre entre toutes les parties de ce pavillon d'exposition. Je crois que c'était important, c'était aussi la raison pour laquelle je l'ai montré, parce que ce sont justement ces aspects, ces paradigmes qui ont changé avec le temps. C'est la Vauxhall Gallery Foundation en Varsovie, un projet qu'on a qui a été construit il y a 2 années. Cet exemple est une galerie d'un tout autre genre. Le projet est la restructuration d'un bâtiment au centre historique dans un ensemble qui a été reconstruit dans les années 60 après leur destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Vauxhall Gallery Foundation, fondée en 1997, nommée ainsi d'après la galerie d'avant-garde Vauxhall, fondée dans les années 60 dans la Pologne socialiste, a déménagé en 2001 dans cette maison avec une façade en verre et béton en très mauvais état, qui n'a pas pu être sauvée et qui en plus ne se prêtait pas pour les besoins de la Fondation Galerie Vauxhall. Dans la reconstruction du bâtiment, nous avons organisé un seul espace par étage, et tous les espaces ont, indépendamment de leur usage, le même gabarit. Comparé avec la galerie Gmozdzinska, les différences ont été radicalement réduites. Avec la nouvelle façade, la différence des espaces à la dimension d'un étage se fait selon la position des fenêtres, à partir de cette position différente. Mais cette différence ne s'explique qu'en partie par l'utilité que l'on en fait au sein de l'activité de la Fondation, qui, outre l'art contemporain, met à jour et archive jusqu'aujourd'hui l'art moderne en Pologne, les fonctions des pièces dans lesquelles on archive, produit ou expose changent selon les différents programmes et activités.
La nouvelle enveloppe est ressentie de l'intérieur et de l'extérieur comme une nouvelle limite du bâtiment. Nous n'avons pas touché à la cage d'escalier et avons même résolument développé le nouvel escalier conduisant à un toit en terrasse, seule pièce supplémentaire de la galerie, comme étant une extension de la cage d'escalier existante. Il nous a semblé important de ne pas transformer cette caractéristique structurelle primaire de la maison, mais de l'exclure de toute transformation. Ainsi résulte pour la galerie une nouvelle identité comme galerie à l'intérieur de l'ancienne structure. Voilà les plans très très simples, réduits par l'étage, un intérieur. C'est l'intérieur avec le plus d'ouverture. La cage d'escalier qui était prolongée jusqu'au toit et toit terrasse avec une installation d'un artiste. Le montage des cadres en béton formant la nouvelle peau du bâtiment n'est pas sans rappeler la préfabrication lourde. Je vais peut-être quand même, oui. La préfabrication lourde, soit la construction avec des plaques de façade préfabriquées en béton telles qu'elle était pratiquée dans les pays socialistes. Toutefois, l'effet est tout autre, et ceci pour différentes raisons. D'une part, ces éléments flottent au-dessus du rez inférieur et ils sont légèrement glissés les uns dans les autres. Ils forment une sorte de sangle, un tissu dans lequel sont incorporées les plaques ouvertes et fermées. D'autre part, c'est la dimension des éléments qui exclut une analogie avec les éléments normalisés de la construction de logements auparavant. Entre ces deux bâtiments d'exposition à Cologne et en Varsovie, il y a eu différents projets d'extension de musées dans lesquels nous avons toujours continué à remettre en question le potentiel d'homogénéité du musée dans son organisation spatiale et son expression architecturale. Je vais maintenant, quand même me passer de ce projet et aller directement sur ce projet dont aussi Jean-Luc Cohen que Jean-Luc Cohen avait mentionné, c'est le projet pour l'extension de la Galleria Nazionale d'Arte Moderna à Rome, un projet de 1999. À une échelle plus importante, le projet pour la Galleria d'Arte Moderna à Rome est décidément plus ambitieux sur le plan architectural. Un projet dont la planification déjà très avancée a fini par stagner et n'a jusqu'à ce jour pas été réalisé. Je crois que ce projet ne va pas se réaliser du tout, d'ailleurs. L'extension du grand pavillon d'exposition conçu en 1911 d'une manière monumentale à l'occasion d'une exposition anniversaire devait accueillir les expositions temporaires. Alors vous voyez là le projet, le pavillon qui a été construit pour l'exposition anniversaire en 1911, et puis l'extension aussi du même architecte Pazzani dans l'année 1933, et puis encore une fois le projet d'extension de 1999, cette dernière couche. Pardon. Oui. On peut aussi reconnaître l'intention
de cette répétition différente. Alors, je parle maintenant de cette répétition face au concept de l'organisation spatiale du bâtiment existant. On peut aussi reconnaître l'intention de cette répétition différente dans la coupe ou dans l'élévation, plutôt. La façade de la nouvelle aile est conçue comme une façade de verre qui libère la vue sur le dépôt des sculptures travaillées comme une étagère. La pièce, avec des sculptures du 19e et 20e siècle, répond dans la nouvelle façade au programme classiciste dans la décoration sculpturale de l'ancien bâtiment. Le sobre alignement des sculptures sans le moindre geste de présentation devait souligner le travail des curateurs et donner l'impression que les sculptures pouvaient regarder telles des spectateurs dans des loges d'un théâtre ou d'une salle de concert vers les visiteurs du foyer. Ça veut dire c'était aussi l'entrée pour cette extension, une deuxième entrée pour les expositions temporaires. Et puis, évidemment, on passait en dessus de cette étagère qui faisait partie, qui aurait dû faire partie dans la lumière du jour, pour ainsi dire, de l'archive des sculptures. Oui, bon, encore une vue d'un intérieur. La restructuration du musée de l'histoire naturelle à Berlin, qui fait partie de l'université de Humboldt, un des grands musées de l'histoire naturelle avec une collection importante, date de 1995, finalement jusqu'à aujourd'hui. Je parle seulement d'un aspect de cette transformation qui dure évidemment depuis beaucoup d'années maintenant. Dans le nouveau bâtiment de l'aile Est du musée d'histoire naturelle à Berlin, une partie de l'ensemble du musée, le lien entre le travail scientifique au sein de la Humboldt Université et la présentation de l'exposition occupe finalement une position tout à fait centrale. Dans l'aile du bâtiment détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, devrait être archivée et traitée scientifiquement la collection zoologique d'environ 370 000 préparations, essentiellement des poissons, conservés dans l'alcool. Auparavant, la collection était dispersée dans différents étages du musée dans des conditions nettement insuffisantes. Il fallait dire que le concept était que par l'organisation très concentrée de cette collection de préparation dans cette nouvelle aide, on a aussi pu libérer tout le musée de ces demandes très, très élevées pour la condition de l'air et de la lumière pour l'exposition. Ça veut dire on a pu garder ce musée sans installation supplémentaire d'air conditionné et d'autres installations. Et comme on a pu concentrer toutes les préparations délicates dans cette nouvelle aile.
pardon, c'est un plan qui n'est malheureusement pas juste. Oui, ça veut dire il faudrait imaginer Attendez. Non. C'est décidément difficile de se retrouver dans ce plan. Alors il fallait imaginer une structure avec un bâtiment principal central et puis différents ailes, des ailes centrales et latérales. Et puis il y a un de ces doigts qui manquait évidemment. J'espère que j'aurai encore un plan plus correct plus tard. Et puis c'était l'état dans lequel, justement, depuis la guerre, ce bâtiment a été resté comme il n'y avait probablement pas assez de moyens pendant toutes ces années pour reconstruire cette aile du bâtiment, du musée, même que le musée, il était ouvert après la guerre. Voilà, heureusement, pardon. Alors vous voyez ici, on a vu la photo prise d'ici et vous avez ici cette aile qui a été entièrement démolie. Alors, dans le nouveau bâtiment, l'humidité sont enfin idéalement conditionnées pour le stockage de si précieuses préparations et la collection a été organisée de manière à assurer des conditions efficaces et compétitives pour le travail scientifique. Cela signifie que l'aile n'a plus été reconstruite selon l'ancienne version, malgré les excellentes nouvelles conditions pour le travail scientifique, ont proposé que le visiteur, le long de son parcours dans la maison, puisse aussi voir cette collection zoologique. Car après tout, la présence grandiose de la collection scientifique contribue à l'identité particulière de ce musée comme un lieu de recherche. Et en visitant justement les parties, c'était en 1994, en visitant ces parties qui n'étaient évidemment pas ouvertes au public, on s'est rendu compte de la fascination que justement ces collections et évidemment aussi le travail, la recherche qui a été fait le long de ces collections gigantesques, à quel point c'était fascinant. Et de là date justement cette proposition d'ouvrir de manière très très limitée afin que la recherche ne soit pas dérangée quand même cette zone aux visiteurs. La collection zoologique dans l'Alcôve de Berlin est désormais sur une haute étagère équipée à 6 niveaux de travail. Vous voyez là les 6 niveaux, de là jusqu'à là. Le niveau inférieur est entouré de parois de verre. La visite du musée conduit les visiteurs autour de la grande étagère et leur offre un aperçu dans le monde de cette recherche. Les chercheurs travaillent avec les préparations qui sont tournées vers eux et non pas vers les visiteurs. Alors il n'y a absolument pas d'indication pour les visiteurs, quelle soit le caractère ou l'identité de ces préparations, parce qu'en plus, les chercheurs changent la position de ces préparations selon leurs besoins.
Pardon. On continue toujours à travailler intensément dans cette collection zoologique. Les derniers résultats sur l'identité génétique ont donné un énorme élan à la recherche de cette grandiose collection historique. Les pièces dédiées à la collection unique de la zoologique ne permettaient aucune fenêtre. Les exigences étaient trop élevées pour la climatisation des locaux. La tension entre les conditions scientifiques qui sont fixées à l'aile est et le désir urbanistique et architectural d'à nouveau compléter le vide dans la structure du monument est montré par la forme particulière et la mise en scène de la reconstruction, et surtout de la reconstruction de la peau. C'est devenu un édifice qui assimile la modulation de l'architecture, un bâtiment entouré d'une solide enveloppe homogène, sans une fenêtre. C'est une enveloppe de bâtiment fermé en béton coulé. Alors voilà, c'est très haut, c'est presque 7 mètres de hauteur, évidemment. Et on passe à travers. D'ailleurs, on a peint, c'est avec une collaboration avec un artiste, on a peint les murs dans ces couleurs caput mortem parce qu'on a vu que la couleur de l'alcool, qui est toujours ou souvent teintée par les préparations même en jaune, et ça, c'était vraiment presque désagréable, ou souvent un peu désagréable. Alors, avec cette couleur, c'est plutôt cette couleur du liquide de l'alcool se transforme, devient plus agréable, plutôt une couleur ombre. Alors, c'était un effet important à saisir pour ne pas rendre vraiment désagréable le parcours même le long de cette présentation quand même tout à fait impressionnante. La façade historique coulée dans le béton et qui garde le relief des fenêtres dans le mur irrite les habitudes visuelles des observateurs. Peut-être que l'un ou l'autre étudiant sur le chemin de la cantine qui passe devant l'aile et ne remarquerait-il pas tout de suite la dimension, je dirais, surréaliste de ce monument. Alors, vous voyez ici ces éléments qui incluent aussi non seulement la partie solide du bâtiment, mais évidemment aussi les fenêtres en bois avec vitrées qui sont coulées dans le béton. Après tout, il s'agissait de rendre à ce magnifique monument son aura globale qui avait été brutalement interrompue par la destruction de l'aile Est, mais il ne fallait pas non plus faire oublier ce qui s'est passé ici au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le plus bel exemple sur ce thème provient sans doute des beaux-arts, de la peinture. C'est un tableau de Franz Marc de 1913, titré « Tierschicksale », Destin des animaux, qui pendant la guerre a été endommagé lors d'un incendie. Le peintre Paul Klee a complété la partie détruite du tableau de son ami artiste qui a été tombé dans la Première Guerre mondiale en 1919. Klee a repeint les surfaces roussies du tableau sans reprendre les couleurs originales. Ainsi, il a retrouvé l'expression artistique du tableau entier et a cependant pu préserver l'authenticité de l'œuvre d'art.
Entre parenthèses, le tableau a été plus tard confisqué par les nazis et a été acquis lors d'une vente aux enchères d'art dégénéré, entartete Kunst, pour le musée d'art à Bâle. Il se trouve encore aujourd'hui dans cette collection. Alors, c'est un peu cet exemple aussi qu'on a pu présenter dans toutes ces discussions quand on a présenté ce projet, aussi avant de recevoir tous les permis de construire. Le projet pour la reconstruction de l'aile est du musée d'histoire naturelle est tombé au milieu de la discussion sur la reconstruction, une discussion sur les stratégies de préservation historique qui, en Allemagne, a divisé les experts en deux camps inconciliables. À notre grand étonnement, les deux camps ont réclamé notre projet pour défendre leur position, les uns comme preuve que les reconstructions peuvent être réalisées avec succès, les autres comme preuve que de tels devoirs peuvent être traités seulement par d'autres moyens, mais pas avec une reconstruction. J'arrive au dernier exemple. C'est pas vraiment un musée, c'est le mémorial de la Shoah à Drancy, un projet qui date de 2006 et qui a été ouvert en 2011. Le nouvel édifice du mémorial de la Shoah doit rappeler l'histoire des 76 000 juifs qui, sous le régime de Vichy, ça veut dire, c'est faux, c'est à peu près 100 000 juifs qui, sous le régime de Vichy, ont été internés dans la cité de la Muette avant d'être déportés vers les camps d'examination des nazis, et il y a 76 000 qui ont été déportés. Conçu comme une réalisation résolument moderne par les architectes Eugène Baudouin et Marcel Lotte, avec la collaboration d'ailleurs de Jean Prouvé, l'ensemble de logements de la cité de la Muette fut réquisitionné pour servir de camp d'internement entre 1941 et 1944. Aujourd'hui, la cité accueille des logements. L'histoire de la déportation y est peu visible dans la cité même. Mais évidemment, il y a, depuis les années 60, il y a un monument devant la cité, et puis il y a aussi, plus tard, on a encore ajouté un bout de rail et un wagon de déportation. Le projet du mémorial de Drancy comme lieu commémoratif est à la fois simple et hautement complexe, inscrit dans l'alignement des immeubles de la rue Jean Jaurès. Sur une parcelle d'angle typiquement de quartier, le bâtiment possède une architecture à plusieurs niveaux qui confère au mémorial son caractère propre. Là, c'est encore une photo. Je crois de 1942 ou 43. Puis, vous voyez, les tours ont été démolies, mais il reste cette partie. Et puis, la position, tout simplement, à Jean Jaurès de cet centre d'information, au fond. Ça veut dire que c'était appelé centre d'information et de recherche au début, et puis à la fin on trouvait trop compliqué, et puis on a réduit à mémorial de la Shoah Drancy, mais au fond c'est pas tout à fait correct parce que c'est pas le mémorial même.
Orientée vers la cité de la Muette, la façade représentative transparente laisse découvrir l'organisation verticale de l'ouvrage et crée, entre celui et le camp d'internement, un axe fort et essentiel. Voilà. Au cœur de la conception architecturale, le mémorial a pour vocation de rappeler le souvenir de la déportation et de l'extermination des Juifs qui ont été internés à Drancy et déportés à Auschwitz. En choisissant d'ouvrir le bâtiment vers l'extérieur par de vastes baies vitrées, l'architecture veut permettre un travail de mémoire intimement lié au quotidien, tout à la fois tourné vers le passé et visible au présent. Formant une unité architecturale, la salle de conférence au sous-sol, l'espace d'accueil au rez-de-chaussée, le centre de documentation et de recherche au premier étage, les ateliers pédagogiques au deuxième étage et la salle d'exposition, troisième étage, sont reliés et desservis par une distribution verticale disposée latéralement. Visible à travers les ouvertures de hauteur d'étage de la façade principale, les silhouettes des collaborateurs et des visiteurs occupés à circuler, transmettre ou s'informer, le regard tourné vers l'ancien camp d'internement de la cité de la Muette, rappelle les personnages d'une frise dont les scènes illustrent souvent des activités liées au bâtiment et sa fonction. Ce lien ouvert, vivant avec le programme du mémorial de la Shoah à Drancy lui donne une expression monumentale qui devrait cependant rester sobre et appropriée. L'approche choisie renonce à la tentative de rappeler par l'architecture elle-même l'histoire du génocide. Une tentative qui serait, d'après notre compréhension, inappropriée. Son organisation interne est conçue comme une mémoire composée. C'était aussi comme on l'a appelé. À travers la façade transparente, l'observateur extérieur peut à tout moment voir ce qui se fait à l'intérieur, ce travail de mémoire. Je vous remercie de votre attention.